Donc moi je suis Patrick Ouléchal, directeur exécutif du GITPA. Donc très rapidement, le GITPA, donc c'est une association française qui a été créée en 2003 et elle a été créée en liaison avec une ONG nordique qui est à Copenhague, qui s'appelle IWGIA, c'est imprononçable, International World Group for Indigenous Affairs. Affairs. Voilà, Simone qui parle très très bien, beaucoup mieux. Et donc cette ONG nordique, comme beaucoup dans le cas des pays nordiques, donc est très impliquée sur les questions de droit et de travail sur la définition du droit au niveau international et particulièrement sur donc, cette question du droit des peuples autochtones. Elle a beaucoup accompagné le développement de cette question au sein du système des Nations Unies. À partir de 1982, la création d'un groupe de travail à Genève qui a donné la possibilité à des représentants leaders pygmées, enfin autochtones, de venir s'exprimer à la tribune des Nations Unies pour parler de leurs problèmes, de leurs revendications. Donc c'était une façon de les faire entendre alors que souvent dans leur pays ils n'avaient pas le droit à la parole. Donc, et ça a cheminé, cette question a cheminé tout au long des années 80-90 et même pendant 20 ans. Donc il y a eu la discussion sur une déclaration sur le droit des peuples autochtones qui est là, qui a été signée en 2007, approuvée par une majorité d'États, 144 sur les 193, et qui rassemble les droits que revendiquent ces peuples. Donc notre rôle, nous, en tant qu'IFGIA et GITPA, c'est d'accompagner ça, et en particulier d'accompagner les leaders autochtones qui ont travaillé avec les États pour définir cette déclaration, et maintenant, pour s'assurer que les pays qui ont signé cette déclaration la respectent, la mettent en œuvre. Donc c'est évidemment un travail énorme, il y a 90 pays sont concernés par cette question maintenant. Ça concerne 460 millions de personnes dans le monde, cette question des peuples autochtones. Ça concerne tous les continents, l'Arctique, les Inuits, les Sams, les petits peuples du nord de la Fédération de Russie, les petits éleveurs de rennes, là. Ça concerne le Canada et les États-Unis. Canada, First Nation, Première Nation, Native American aux États-Unis, et tous les États latino-américains ont des Indiens, il y en a même qui en ont énormément, comme le Guatemala, le Pérou, la Bolivie. Ça concerne le Pacifique, l'Australie, l'ensemble Maori, la Nouvelle-Zélande, enfin, et les Mélanésiens, les Papous, les Kanaks, et là on est directement concerné par cette question Kanak. Et puis enfin, il y a un gros paquet en Asie, surtout l'Asie du Sud-Est, l'Asie de l'Est, Chine, Taïwan, Japon, et l'Asie du Sud avec l'Inde. Il se passe beaucoup de choses en ce moment en Inde, compliquées, Népal, voilà. Donc, et enfin l'Afrique, qui a été le dernier continent qui a commencé à s'interroger sur comment cette question du droit des peuples autochtones qui se déployait au sein du système des ONU, comment l'Afrique devait prendre en compte cette question. Donc l'Union africaine, dans la charte de l'Union africaine, il y a l'article 1er, c'est le respect des peuples. Hein, c'est la charte des personnes et des peuples. C'est le seul texte international à ce niveau-là qui parle de peuple. Donc l'Afrique s'est posé la question, ce serait quoi les peuples autochtones pour l'Afrique? Alors ils ont créé un groupe de travail dans le cadre de la Commission des droits de l'homme de l'Union africaine qui siège à Banjul, dans lequel IFGIA d'ailleurs accompagné ce groupe de travail, et ils ont retenu le principe de l'auto-affirmation. Et cette auto-affirmation, elle est reconnue pour trois catégories de peuples. Les chasseurs-cueilleurs, donc là évidemment les pygmées sont concernés, même s'il y en a peut-être de moins en moins, mais enfin, c'est les chasseurs-cueilleurs. Les San de l'Afrique australe, les pasteurs nomades et transhumants, là ils sont très nombreux, c'est 40 à 50 millions de personnes au Sahel, dont on parle beaucoup, dans l'Afrique de l'Est, depuis l'Éthiopie jusqu'en Tanzanie et ailleurs. Et puis tout ce qu'on appelle les Berbères, les Amazirs en Afrique du Nord, donc, qui étaient clairement là avant l'arrivée des Arabes. Donc nous évidemment, en tant que GITPA, on travaille avec l'ensemble des communautés, mais surtout les communautés francophones évidemment. Parce que notre rôle, c'est de diffuser de l'information en français, soit sur des situations d'alerte, d'atteinte aux droits, de conflits,
Et puis nous, chaque année, nous faisons une chose, nous publions un gros bouquin qui est en fait un état des lieux des événements de l'année passée. Qu'est-ce qui s'est passé au Népal par rapport à la question des peuples autochtones au Népal? Qu'est-ce qui s'est passé en Tanzanie? Donc c'est une espèce de recension des événements. Et ça, Yves Guerre le fait depuis 36 ans et nous, on le fait en français depuis 11 ans. Donc sur le site du GITPA, vous avez par pays par pays, vous avez la traçabilité des événements concernant la situation des Pygmées, par exemple au Congo. Voilà. Donc c'est pour les étudiants, pour tous ceux qui s'intéressent à ces questions, c'est une source importante d'informations. Que dire d'autre? Donc là, donc en fait, après, on a donc une collection qu'on appelle Questions autochtones, donc qu'on fait avec Joël Chassin. On en est à 13 numéros. Alors l'idée, c'est de, dans cette collection, c'est d'avoir des sujets qui répondent à une problématique, par exemple, quel devenir pour les peuples pygmées à l'orée du XXIe siècle. Et on fait ce qu'on appelle un resource book, c'est-à-dire on rassemble dans un document, disons, des textes originaux pour le bouquin ou déjà des textes qui ont été publiés ailleurs mais actualisés, qui permettent d'avoir une vision, disons, transversale et la plus complète possible sur cette problématique, pour se donner des éléments de réflexion. C'est toujours assez compliqué quand même ces questions-là. Hein. Donc là, on a lancé il y a 2 ans et demi maintenant ce bouquin sur les Pygmées, avec Marine, qui avait d'ailleurs publié avec Serge Beuchet à la Société des Africanistes un bouquin là-dessus. Là-dessus, j'ai dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose en dehors de la Société des Africanistes. Et c'est ce bouquin qu'on va vous présenter. Alors, on va vous présenter, disons, un certain nombre d'articles, parce qu'il y a 36 contributeurs. Hein, alors, ces contributeurs, c'est soit des anthropologues, des ethnologues, des ethno-historiens, des spécialistes de la biodiversité, français, anglais, belges, évidemment, il y a le Congo belge, ex-belge, et il y a même beaucoup de japonais, hein, il y a toute une catégorie, non mais oui, Takeshi, il y a toute une cohorte d'anthropologues japonais de l'université de Tokyo qui ont beaucoup travaillé, je pense, sur la RDC. Bon. Il y a des anthropologues africains, et de plus en plus qui ont fait leur université soit ici, à Sorbonne ou ailleurs, dans les universités en Afrique. Et puis il y a des pygmées, donc on a trois pygmées qui sont en fait des pygmées, ils sont malheureusement très peu nombreux, qui arrivent à niveau de responsabilité. Une sénatrice Batwa au Burundi, et deux responsables d'ONG pygmées au Cameroun et en RDC, à l'est de la RDC. Voilà. Donc ça donne une ouverture de différentes approches sur cette question.